Donc si vous avez envie que je vous raconte des histoires, je vais vous raconter des histoires. Chaque fois que je me relevais, je voyais les fesses de ma mère. Pied après pied, rang après rang, jour après jour, inexorablement, chaque fois que je me relevais, je voyais les fesses de ma mère. Et bien c'est là, mesdames et messieurs, c'est là, au milieu de ce champ de tomates, que je me suis rendu compte que mes racines n'étaient pas faites pour moi. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais à cette époque-là. Je voyais bien que ma mère, spécialiste de la chose agricole, était toujours en avance sur moi, son fils, qui ne pensait qu'à une chose, c'est regarder devant. Et comme devant, il y avait les fesses de ma mère, je me suis levé au milieu de ce champ de tomates et je lui ai dit, « Maman, demain, je pars. » Elle aurait rêvé de toute autre chose pour moi que cette vie de saltimbanque, ça c'est sûr. Elle m'aurait rêvé, je ne sais pas moi, assis derrière un guichet des PTT, ou alors grimper sur une échelle de l'EDF, ou debout avec un képi sur la tête à côté d'une fourgonnette bleue. Le super job pour son fils, le Graal ultime, ça aurait été que je travaille dans l'administration. Oui, mes parents faisaient partie de ces paysans qui tenaient dans leurs mains, sans le savoir, les rênes de leur liberté, et qui faisaient tout pour que leurs enfants apprennent des métiers qui allaient les aliéner à tout jamais. Alors le lendemain, j'ai pris le train et je suis parti. Droit devant, sans me retourner. Oui, toujours un coup d'avance, l'antithèse du carpe diem. Ne jamais regarder autour de soi. C'est, comment dirais-je, je reniais à tout jamais cet héritage paysan du prendre le temps des choses. Moi et mon nombril et moi, le couple infernal. Sans jamais regarder ce qui se passe autour. Et qu'est-ce qui se passe autour? Je vous le demande, qu'est-ce qu'il y a autour de mon nombril? Qu'est-ce qui m'amuse? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui nourrit mes histoires? Que reste-t-il de cet héritage paysan, de ces racines paysannes que je n'ai de cesse de retrouver depuis que je me suis arraché de ce champ de tomates? Et c'est ce que je vous invite à découvrir avec moi ce soir, avec ce voyage autour de mon nombril. Je suis né en Lot-et-Garonne, centre du monde. Je suis né en Montclar d'Agenais, centre de l'univers, à la ferme Charretier, centre tellurique des secousses sismiques du voyage que nous allons faire ce soir. Est-ce que vous avez remarqué ce que ça raconte une odeur? Est-ce que vous avez remarqué combien ça parle, ces odeurs d'enfance qui excitent nos sensations et qui nous ont plantés là, dans notre présent? Odeurs à tout jamais ancrées dans notre mémoire. C'est quoi vos odeurs à vous? Le quoi? Les cèpes, le fumier. Allez-y. Hein. Le pain, l'odeur du pain, les moissons, le café, le diesel. Il y en aura plus bientôt. La terre après la pluie, des belles choses. La terre après la pluie. Les bêtes. Bergerie. La bergerie. Moi, mes odeurs, c'est le linge humide qui sèche pendu dans une cuisine surchauffée. Moi, mes odeurs, c'est l'odeur d'ail et d'oignon en train de frire dans l'huile bouillante d'une vieille poêle culottée. Moi, mes odeurs, c'est l'odeur des vaches dans la grange. Ou l'odeur de la grange remplie de vaches. Moi, mes odeurs, c'est l'odeur des prunes mûres qui affolent les guêpes.
Prunes qui, une fois cuites, auront l'odeur du... Ah oui, vous n'êtes vraiment pas de chez moi. L'odeur du pruneau. L'odeur du foin coupé. L'odeur de l'herbe sèche le long d'un chemin creux qui se mélange avec l'odeur de sueur du labeur de mon père. L'odeur des pêches chauffées au soleil qui vous donne la chiasse par un été de vacances. Odeur des mains qui ramassent les tomates. C'est pas mal ça. L'odeur de l'huile fine qui graisse le fusil pour l'ouverture de la chasse. L'odeur... Non, il y en a qui sont meilleurs. L'odeur d'un vieux cartable et d'une trousse neuve. L'odeur du shampoing d'op aux œufs pour la première douche avant la rentrée des classes. L'odeur de l'air qui fouette le visage, à fond les yeux fermés sur un vélo d'enfant. Oui, à fond les yeux fermés parce que t'as pas peur de tomber de ton vélo quand t'es petit. Et oui, quand t'es petit, toi, tu ne sais pas que tout ce que tu vis, tout ce qui te fait rire, tout ce qui te cabosse, tout ce qui te fait mal, tu ne sais pas, toi, que, tout petit que tu es, tu ne sais pas que c'est ça qui te construit et que tu vas passer tout le reste de ta vie à essayer de réparer tout ça. Ah non, tu ne le sais pas. Tu le sais qu'après. Odeur âcre et profonde de ma peur de gamin. Et pourtant, ce matin-là, j'avais tout bien préparé. J'avais piqué la pile électrique de mon père, celle qui sert à aller tirer le vin à la cave. Je l'avais mise dans la poche avant droite de mon manteau. Dans la poche avant gauche, j'avais mis mon opinel, j'avais bien affûté la lame, j'avais graissé la virole, je l'avais fermé, je l'avais mis dans la poche avant gauche. Et surtout, j'avais gardé un os de poulet du repas de la veille que j'avais soigneusement enfermé dans un sac papier de chez Yvette l'épicière. Et là, l'os de poulet, je l'avais mis dans la poche arrière de mon pantalon. Emmitouflé dans mon manteau, je saute sur mon vélo et me voilà prêt à faire les 3 km qui séparent la ferme de mes parents de l'arrêt du bus pour prendre le car pour aller à l'école. Mais attention, mes 3 km à moi, c'est pas 3 km de route droite avec des maisons au bord et puis des gens aux fenêtres qui vous font des grands signes quand vous passez. Moi, mes 3 km, c'est comme ici. Hein. Ça monte, ça descend, ça tourne, ça passe dans les bois, il fait nuit. Et oui, il fait nuit. Il fait nuit parce que l'hiver, quand je vais prendre le car, il fait nuit. Et bien moi, dans cette grande nuit, je me sens tout petit. Et surtout, dans mes 3 km, il y a la côte du Bois Noir. La côte du Bois Noir, elle est si raide que même Raymond Poulidor, il l'aurait monté en marchant à côté de son vélo. Alors, dans la côte du Bois Noir, il y a la ferme du Bois Noir. Et autour de la ferme du Bois Noir, il y a un grillage noir. Et derrière le grillage noir, il y a un molosse noir. Avec une grosse tête noire, avec des yeux, avec des babines noires, avec des dents blanches. Eh oui. Moi je suis tranquille, j'ai 2 versions. Si vous dites noir, je dis mais non. Si vous dites blanc, je dis mais oui. Eh oui, c'est comme ça. Et bien moi, chaque fois que je passe devant le grillage pour aller à l'école, il est là derrière le grillage, derrière le portail, et là il grogne, il souffle, il gratte. Et moi j'ai peur. Surtout l'hiver, parce que l'hiver, quand je passe devant, il fait nuit. Alors ce que je fais, quand j'arrive en bas de la côte du Bois Noir, je descends de mon vélo et j'essaye de ne pas faire de bruit, j'arrête de respirer et je marche comme un peau rouge. Alors ce matin, j'arrive en bas de la côte du Bois Noir, je descends de mon vélo, j'arrête de respirer, je marche comme un peau rouge. Et tout d'un coup, j'entends dans le noir, là sur le bitume de la route, j'entends claquer des ongles de pattes de chien qui viennent vers moi en courant. Alors je me dis que c'est le molosse qui a dû sortir de dessous le grillage. Alors j'essaye de prendre la pile électrique, j'avais mis dans la poche avant droite de mon manteau, je vais pour l'allumer, elle ne marche pas.
Alors j'essaie de prendre mon opinel dans la poche avant gauche pour me défendre, je n'arrive pas à défaire le bouton. Alors je ne sais pas quoi faire. Alors je prends mon vélo, je le jette dans le fossé, je fais demi-tour et puis je cours. L'os de poulet, je prends l'os de poulet dans la poche arrière de mon pantalon sans même le déballer, je le jette par-dessus mon épaule, on ne sait jamais, ça peut le ralentir. Et puis je cours. Je vois la grange de mes parents, je vois le portail là qui est éclairé, je vois l'ombre de mon grand-père qui se découpe dans la lumière du portail, je suis sauvé, je cours. Et je tombe. Allongé de tout mon long. Et là, je sens qu'il se pose sur mes épaules deux grosses pattes. Et un souffle chaud là sur l'arrière de ma tête. Et surtout, j'entends la voix de mon grand-père qui me dit « Eh bien, Macarel, et qu'est-ce que tu fais là, allongé dans l'herbe humide ?» C'est là, en regardant mon grand-père, que je m'aperçois que sur mes épaules, sur mon dos, c'est pas le molosse de la côte du Bois Noir, non, qu'il y a. Non, c'est Kiki. Kiki, c'est le chien de la ferme. Kiki, il avait dû partir chercher une femelle dans la nuit, ou je sais pas quoi, il est allé galoper, et lui, il m'a reconnu, il m'a senti, vous savez, les odeurs. Il m'a senti dans la nuit, alors lui, il venait vers moi en courant, et moi, je croyais que c'était le molosse, alors j'ai eu peur, et j'ai fait, voilà. Le problème, c'est qu'à force de faire des tergiversations, je vais louper le car pour aller à l'école. Et c'est là que mon grand-père est un grand-père extraordinaire. Mon grand-père, il m'a dit, va chercher la mobilette, moi, je vais t'amener au car avec la mobilette. Et mon grand-père, quand il me porte sur sa mobilette, il prend un sac de toile de jute, il le plie en quatre, il l'attache sur le porte-bagages avec un tendeur. Moi, ça me fait un petit coussin. Et je suis bien. Et ce matin-là, mon grand-père, il m'a amené jusqu'à l'arrêt du car. Et moi, j'étais à l'arrière du bus et à travers la fenêtre, je lui ai fait un signe de la main, je lui ai envoyé un baiser. C'est la dernière fois que je l'ai vu, mon grand-père. Oui, parce que quand il est redescendu la côte du Bois Noir sur sa mobilette, le molosse de la ferme du Bois Noir est sorti dessous le grillage, il s'est pris la tête dans les rayons de la roue avant de la mobilette de mon grand-père, et mon grand-père, il est tombé. Et comme son casque, c'était son béret, il s'est cogné la tête contre une borne kilométrique en pierre, et il est mort. Quand je suis rentré, ce soir-là, j'ai senti l'odeur de la mort et de l'amour dans les larmes de ma grand-mère. J'ai senti le désarroi dans le fond de sa voix. Ce soir-là, elle a défait le fermoir fin de sa chaîne tour de cou, celui qui tient la croix du petit Jésus, et elle a enfermé le pieux bijou dans une boîte d'allumettes qu'elle a remisée dans le tiroir de la table en bois de la cuisine. Une ombre noire a voilé son regard. Rancœur envers celui qui l'empêche de tenir une ultime promesse. Ils étaient vieux et ils étaient pauvres, mon pépé et ma mémé. Ils étaient si vieux qu'ils avaient des dentiers. Et ils étaient si pauvres que le soir, ils enlevaient leur dentier et ils le mettaient sous l'oreiller, des fois que la petite souris elle passe et qu'elle laisse une pièce d'argent. Vous vous rendez compte? Ils étaient si pauvres qu'ils étaient prêts à perdre une deuxième fois leurs dents. Pauvres et sans dents. On me rappelle quelque chose. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, petite souris, on peut toujours rêver, mais être vieux et pauvre n'empêche pas d'avoir des rêves. Et ils en avaient des rêves d'amour pour lui, des rêves d'amour pour elle. Chaque soir, tous les deux, en secret, priaient Dieu de leur côté pour qu'il les fasse mourir ensemble. Et ils se sont aimés comme ça pendant bien plus de la moitié d'un siècle. Mais Dieu n'a pas voulu qu'ils meurent ensemble. Et oui, puisqu'il est parti, lui, maintenant. Et elle devra attendre avant de pouvoir le rejoindre. Elle devra attendre avant de poser sa main dans sa main. Avant de poser ses yeux dans ses yeux et qu'il se sourit à l'infini. Oui, parce que ce sont des sourires d'enfants qui les ont réunis. Mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père, il s'appelle Joseph et ma grand-mère, elle s'appelle Marie. Ouais. Et je n'invente pas. Marie et Joseph. Et pourtant, mon père, c'est pas le petit Jésus. Ça, quand les parents de Joseph sont arrivés d'Italie pour fuir le fascisme,
ils ont loué la ferme qui était juste à côté de la ferme des parents de Marie. Les fermes étaient si proches qu'il y avait un seul puits pour les deux maisons. Et comme les Italiens ne parlaient pas français et que les Français ne voulaient pas parler français avec les Italiens, c'était les jeunes qui étaient de corvée d'eau. Et donc Marie et Joseph se retrouvaient tous les jours autour du puits pour aller puiser de l'eau. Joseph a appris le français aussi vite que Marie remplissait son corsage. Joseph, lui, il avait les deux pieds posés dans sa vie de jeune homme, et Marie, elle venait juste de poser la pointe de son soulier dans sa vie de jeune fille. Un matin, Marie, elle était là, autour du puits, et puis il y avait Joseph, et elle lui dit, tu sais, Joseph, ce matin, ma mère, elle est partie faire les commissions, alors j'ai un peu de temps, je ne suis pas obligé de rentrer de suite. Et si toi, quand tu ramènes le seau à ta mère, sans faire exprès, bien sûr, tu le renversais dans la cuisine, ta mère te gronderait, et puis elle t'enverrait rechercher un nouveau seau d'eau. Et on pourrait se voir encore un peu. Alors Joseph, ce matin-là, il a pris le seau, il l'a ramené à la ferme des Italiens, et puis sans faire exprès, bien sûr, il a renversé le seau, il s'est pris un ronflon. Sa mère l'a renvoyé au puits, et là, c'est là, quand il s'est approché du puits, qu'il a remarqué que Marie, elle avait des petits cheveux fous qui lui couraient dans la nuque. Il s'est aperçu que Marie, elle avait les oreilles toutes fines. Il s'est aperçu qu'elle avait les joues qui devenaient toutes roses quand il lui parlait français avec son bel accent italien. Et bien c'est ce matin-là que Marie a décidé de mettre sa main dans la main de Joseph. Ils étaient beaux. Alors Joseph, pour la remercier, il a décidé de porter le seau d'eau à la ferme des Français. Vous les auriez vus tous les deux. Elle gambadait devant comme ça, comme une chèvre qui a découvert le printemps. Et lui, il la suivait derrière avec son seau. Là, on aurait dit une poule qui avait trouvé un couteau. Il était embêté. Un qui ne voyait pas ça d'un très bon oeil, c'est le père Jules. Le père Jules, c'est le père de Marie. Le père Jules, il est dans la grange là, des Français, et par le finestrou, il voit arriver les deux jeunes. Et lui, il n'a pas envie que sa biquette, elle se fasse manger par le loup. Surtout un loup, pas de chez nous. C'était une journée d'été. Le temps était lourd. Les nuages noirs montaient à l'horizon comme ça dans l'après-midi. On voyait que l'orage approchait comme ça. Et quand Marie, ce soir-là, elle s'est couchée dans sa petite chambre du rez-de-chaussée, elle était là allongée. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle avait l'image de son bel Italien. Alors elle essayait de se tourner pour penser à autre chose. Et puis chaque fois qu'elle se tournait, elle avait chaud. Alors comme elle avait chaud, elle se tournait. Puis chaque fois qu'elle se tournait, elle voyait Joseph. Là, et alors elle s'est levée. Elle a ouvert la fenêtre de sa petite chambre du rez-de-chaussée. Et elle a vu briller, dans la grange des Italiens, elle a vu briller le finestrou qui était éclairé parce que Joseph, ce soir-là, il veillait une vache qui allait faire le petit veau. Alors il avait posé la lampe tempête sur le rebord du finestrou pour pas que ça mette le feu à la paille, ou on ne sait jamais comme ça. Sa mère, elle disait que c'est lui qui s'occupait toujours de ça. Sa mère disait que c'était lui la sage femme des vaches. Voilà. Donc il était là, il avait fait un petit nid comme ça, dans la paille, comme ça, il avait posé le truc sur le finestrou. Et là, Marie, depuis sa petite chambre, elle voyait vaciller la flamme de la lampe tempête, et Marie, elle l'a senti. Elle a senti au fond de son ventre que c'était ce soir-là et pas un autre soir. Ça lui faisait des petits papillons. Alors Marie, elle a enjambé le rebord de la fenêtre de sa chambre, et au moment où elle allait poser le pied dans la cour de la ferme, il y a un éclair d'orage qui a zébré le ciel, et là, dans la lumière de l'éclair d'orage, elle a vu disposé sous la fenêtre de sa chambre un épais tapis de balofes de maïs séché. Vous voyez les balofes, là, les trucs entourent, les panouilles, là, qui craquent. Et bien son père, le père Jules, avait disposé sous la fenêtre de la chambre de sa fille un tapis de balofes comme ça, là. Il a eu 3-4 mètres carrés, il s'est dit comme ça, s'il y en a un qui rentre, ou l'autre qui sort, ça me réveillera, et hop, je les prendrai en flagrant délit. Mais le malin, le grigou. Mais à malin, maline et demi. Marie est allée dans la cuisine, elle est allée chercher le seau d'eau, celui-là même que Joseph lui avait porté dans l'après-midi, et avec le seau d'eau, elle a mouillé les balofes de maïs qui, ainsi humides, sont devenues muettes. Elle a enjambé le rebord de la fenêtre de sa chambre, elle est allée rejoindre Joseph dans la grange des Italiens. Et là, dans ce petit nid de paille qui sent si bon le foin coupé, Marie et Joseph
Le lendemain matin, avant que le jour ne se lève, et avant que Marie, elle rentre dans sa petite chambre, elle a fait promettre à Joseph que c'était lui, le soir, qui allait la rejoindre dans sa petite chambre du rez-de-chaussée. Elle est rentrée chez elle en catimini comme une souris, le jour ne s'était pas levé, les balofs n'avaient pas séché, ça n'a pas fait de bruit, elle s'est couchée. Un qui avait bien dormi, c'est le père Jules. Le père Jules n'avait pas entendu craquer les balofs de Marie, il s'est dit, bon, il ne s'est rien passé, on verra bien la prochaine fois peut-être. Je peux vous dire que la journée, elle a été longue pour les deux adolescents. Ils avaient vraiment envie de se rejoindre le soir. Le soir est enfin arrivé. Le père Jules, par précaution, a remis une bonne couche de balofs de maïs devant la chambre de sa fille. Il est monté se coucher. Il s'est endormi. Et là, pendant la nuit, il a été réveillé par le craquement des balofs. Alors, il a allumé sa chandelle, il a descendu l'escalier, il a ouvert la porte de la chambre de sa fille. Et là, malheur de malheur, les deux jeunes, à moitié nus, dans le lit, enlacés. En moins de temps, il en faut pour le dire, les deux jeunes furent promis, fiancés et mariés. Les Italiens ont appris à parler français, les Français ont parlé français et les Italiens non. Mais on est à la campagne ici, hein? Attention. Moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est si Marie, ma grand-mère, elle avait fait exprès d'oublier de parler des balofs de maïs à son bel Italien. Avouez que, si c'est le cas, elle a de la suite dans les idées, ma mémé. Voilà ce que j'aime raconter. Voilà ce qui nourrit mes histoires. Voilà ce qu'il y a autour de moi, dans mon univers. Les histoires de ces petites gens des villes ou des campagnes. Ces gens qui ont vécu, qu'on a tous dans nos mémoires. Mais attention, hein, qu'on soit bien d'accord qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Ces gens, ils ont vécu. Ils sentent les odeurs de la vie. Et parfois, ils sentent fort. Mais moi, j'aime raconter les histoires de ces petites gens. Je suis de ces conteurs qui pensent que les histoires choisissent les conteurs qui vont les raconter. Oui, elles se posent sur l'épaule du conteur qui va les raconter et elles attendent le bon moment pour sortir. C'est comme ça que les histoires ont traversé les temps, les âges, les continents, les océans, les famines, les guerres et qu'elles sont venues jusqu'à nos oreilles ce soir. Et moi j'aime raconter les histoires de ces petites gens. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Alphonse Estigachiou, dit Pampille. Alphonse Estigachiou, dit Pampille, il est berger. Berger de plaine. Alors berger de plaine, c'est comme berger de montagne, sauf que c'est plus facile comme métier, parce que c'est dans la plaine que ça s'exerce. Alors qu'est-ce qu'on look de berger, le Alphonse? On n'a pas de surprise. Il a une casquette sur la tête, une gitane à maïs au coin des lèvres, il a une chemise à carreaux, façon agrilotte, vous voyez? Agrilotte, non. Terre du Sud. Gamme vert. Vous savez que plus je monte, ça ne réagit pas aux deux premiers, ça réagit qu'aux gammes verts. Ils ont réussi à nous mettre toutes les coopératives agricoles dans une espèce de grand supermarché. Et on n'a plus aucune, qu'on aille aux gammes verts de Lille ou de machin en bas, c'est tout pareil. Comme le reste, quoi. C'est ça le truc. Donc voilà, chemise à carreaux façon gamme vert, voilà. Une salopette trouée et des bottes en caoutchouc. Été comme hiver, bottes en caoutchouc. Ah oui, Alphonse, bottes en caoutchouc. Sauf que l'hiver, il met un peu de paille dedans, pour pas avoir froid. Et l'été, il enlève la paille et il met les pieds nus dans les bottes en caoutchouc. Il n'a pas de problème de corps aux pieds. L'odeur, c'est un peu... Voilà. 3-4 bains par an. Voilà. Un pour la grande foire de printemps, un pour son anniversaire et un pour la messe de minuit. Voilà. Un quatrième, des fois, pas toujours, s'il est invité à noces ou à baptême. C'est la mère Biou qui a décidé un jour de baptiser le petit Alphonse Pampille. Il faut que je vous raconte quand même la mère Biou. La mère Biou, elle a le magasin sur la place du village où on peut acheter de tout. C'est pas compliqué, sur la porte du magasin de la mère Biou, il y a marqué « Chez la mère Biou, avec 2-3 sous, on peut acheter de tout ». Et c'est vrai qu'on pouvait acheter de tout chez la mère Biou. On pouvait acheter de la dentelle, on pouvait acheter du fil à pêche, on pouvait acheter des jouets,
on pouvait acheter des bonbons, de la vaisselle, on pouvait acheter des outils, on pouvait même acheter de l'essence dehors, il y avait un poste à essence, du pain, on pouvait acheter des bocaux de graisse de cochon, enfin, de tout, on pouvait acheter de tout. C'est pas compliqué, quand on poussait la porte du magasin de la mère Billou, comme ça faisait sonner la petite clochette. Et là, sur la gauche, il y avait un long comptoir. Sur le comptoir, il y avait des bocaux en verre avec des bonbons de toutes les couleurs à l'intérieur. Sur la gauche, un grand mur d'étagères, et sur les étagères, de tout. Il y avait une porte au fond qui débouchait sur un grand couloir, du fond duquel arrivait invariablement, en claudiquant et en s'essuyant la bouche avec un torchon sale, la mère Billou. La mère Billou, elle avait du poil au menton, de la moustache et elle sentait le pipi, la mamie. Le sport préféré des enfants du village, c'était d'essayer de piquer des bonbons dans les bocaux à bonbons de la mère Billou avant qu'elle arrive du fond de son couloir. Sauf la mère Billou, elle avait un truc infaillible pour ne pas se faire piquer les bonbons. Il y avait tellement longtemps qu'ils étaient dans les bocaux, les bonbons, qu'ils étaient collés, agglomérés, ils étaient compactés comme ça. Si tu n'avais pas un marteau, un burin, tu n'arrivais pas à prendre un bonbon. Alors tout juste, les gamins se faisaient gauler avec les mains pleines de sucre rance et de salive, si tu veux, comme ça. Là, voilà. Et bien c'est un matin comme ça que le petit Alphonse, il s'est fait baptiser Pampille. La mère Billou est arrivée, elle l'a chopé par l'oreille comme ça. Elle lui a dit « Ah, le petit garnement, mais dis-moi, mais t'as les lobes d'oreilles tellement longs qu'on dirait des pampilles. Et on doit t'y tirer souvent dessus sur les oreilles, dis donc. » Et là, le petit Alphonse, téméraire, il a osé lui dire « C'est quoi des pampilles, madame Billou ?»« Des pampilles. Tu vois le lustre au plafond? Tu vois les breloques en verre qui pendent? Mais c'est ça, des pampilles. » Vous voyez à quoi ça tient un surnom? Bon, en fait, je ne vais pas vous raconter la vie de Pampille. Non, je voudrais juste vous en raconter une journée particulière. La journée où Pampille il a été invité au mariage de Janine, sa petite cousine. Donc, comme il était invité à noces, ce jour-là, il avait pris un bain. Voilà. Donc, comment vous dire? Il a un remède infaillible pour les banquets de noces, le Pampille. C'est un copain de régiment qui lui a enseigné. Le matin, au réveil, tu te bois un grand verre d'huile d'olive, première pression à froid. Et là, mon corps, avec l'estomac tapissé d'huile, tu peux t'enquiller le marathon de la picole et de la poustifaille, tu peux te mettre ce que tu veux derrière le gosier, t'es tranquille. Eh bien, c'est que ça a marché. Au début. Donc, les hommes de la noce, avant d'aller à l'église, se sont arrêtés au café de Mado. Voilà, c'était pour déjeuner. Donc là, ils ont fait rillette, blanc sec, rillette, blanc sec, rillette, blanc sec, rillette à l'ail. Blanc sec et mon Pampille, l'estomac tapissé d'huile, impeccable. Un rot, peut-être deux. Ça, c'était à cause de l'ail qu'il y avait dans les rillettes. Après l'église, ils sont repassés chez Mado pour l'apéro cette fois. Alors là, pastis, 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 cacahuètes. Pastis, 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 cacahuètes. Pastis, pastis, pastis. Enfin, je ne vais pas tous vous les énumérer. De toute façon, à force d'additionner les 51, il n'arrivait plus à compter. Mais bon an, mal an, ça allait toujours. Je crois que la bêtise qu'il a faite, c'est qu'avant de s'asseoir à la table du banquet, il est descendu à la cuisine et il s'est enfilé un autre verre d'huile d'olive. Je ne sais pas si c'est parce que c'était pas la même marque, ou si c'était de l'espagnol frelaté, je ne sais pas. Elle lui a pas fait du bien cette huile, mon pauvre. Ça commence à gargouiller comme ça dans son ventre là. Surtout, tu sais, sur le tourin à l'ail et aux œufs là. Là, il a senti comme un truc comme ça. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un type de la famille d'en face qui a décidé qu'on allait chanter et se balancer entre les plats. Et que je te chante et que je me balance et que je me... Et là, mon pauvre, ça tournait, ça tournait. Et le saumon froid avec la mayonnaise et les œufs bouillis en décoration. Et on chante et à gauche et à droite et à gauche. Et mon pauvre, ça tournait, là, ça tournait, ça tournait. Et alors là, il y a eu les haricots blancs avec le gigot. On amène comme ça, et vas-y, et je te rechante à droite, à gauche, l'omelette norvégienne avec la chantilly flambée au-dessus, le truc, à gauche et à droite. Et mon pauvre, ça tournait.
sentait que ça faisait comme un tremblement de terre là-dedans. Alors pour faire diversion et puis pour que ça s'arrête enfin, il s'est levé pour crier « Vive la mariée !» Et là, mon pauvre, c'est parti comme une fusée. Plein la coiffure, plein la traîne, plein la robe, plein la figure, plein la mariée. Elle avait du vomi, plein la figure. Elle avait un petit bout de saumon qui lui pendait à nuit avec de l'huile d'olive, mon pauvre. Et puis chaque fois qu'il se tournait vers quelqu'un, comme pour s'excuser, voilà, allez, le fusée, voilà, un vrai feu d'artifice, voilà, tous sont abris sous les tables. Mon pauvre, la belle-mère, elle a chopé un soin de champagne. Elle lui a coqué la tête dans le soin de champagne, comme ça. Le petit Jean, il a tiré une nappe de la table, il a emmitouflé dedans, comme ça, ils l'ont plaqué au sol, comme ça. Et l'autre, mon pauvre, plaqué au sol dans un dernier soubresaut, dans un dernier rot. Ça s'est enfin arrêté. Pampille s'est endormi. Je peux vous dire que ça a jeté un froid sur l'annonce. On en parle encore au village du mariage de Janine, non, la petite cousine, c'est pour vous dire. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que ça ne sentirait pas toujours la rose. Il y en a qui disent, ouais, j'ai entendu, pour de vrai. Ouais, il y a un festival, on parlait tout à l'heure, il dit, ouais, le David, de toute façon, avec ses histoires, le chien, il ira pas bien loin. C'est pas mes histoires d'abord. Ce sont les histoires de gens qui peuplent ma vie, notre vie, des histoires de gens qu'on connaît tous, qu'on a tous comme ça en mémoire. Voilà. Et je peux raconter des contes merveilleux. Je sais en raconter, c'est sûr que ça, c'est pas du merveilleux. Non, là, j'avais très envie de vous raconter l'histoire de Suzanne. L'histoire de cette femme, Suzanne, qui était gravée sur une plaque de rue, dans le petit village d'Issy-Jacques, tout près de mon centre du monde. Elle m'a sauté dessus, l'histoire de Suzanne. Elle a planté ses griffes d'histoire qui fait mal sur mon épaule de conteur gros et fatigué. Et elle m'a laissé et donné la lourde tâche de la raconter, l'histoire de Suzanne. C'est un après-midi d'hiver, quand je l'ai lu, cette plaque de rue. Mais je ne vais pas vous la raconter tout de suite, non, je vous la raconterai après. On ne se connaît pas encore assez bien pour que je vous la raconte. Non, là, tout de suite, parce que c'est vrai quand même, il faut que je vous le prouve, je peux vous raconter un conte merveilleux. C'est l'histoire d'un petit bonhomme tout gris, tout rabougri. Et ce petit bonhomme tout gris, tout rabougri, il a pris toute la lumière du monde, comme ça, il l'a enfermé dans une toute petite boîte. Il a fermé la petite boîte, il l'a mise dans une boîte un peu plus grande, il l'a fermée. Cette boîte un peu plus grande, il l'a mise dans une boîte encore plus grande, il l'a fermée. Cette boîte encore plus grande, il l'a mise dans une très grande boîte, il l'a fermée. Cette très grande boîte, il l'a mise dans un grand coffre, il l'a fermée et il a dit « Elle est à moi, toute la lumière du monde, elle est à moi et à personne d'autre. » Et vous ne savez pas pourquoi il a fait ça, le petit bonhomme tout gris, tout rabougri? Il a fait ça parce qu'il a une fille. Et il ne veut pas savoir et voir si sa fille, elle est jolie. Il dit que de voir et de savoir si sa fille, elle est jolie, ça lui causerait du souci. Et il dit que de voir et de savoir si sa fille n'était pas jolie, ça lui causerait du souci aussi. Alors il a pris toute la lumière du monde et on était tous dans le noir. Mon histoire pourrait s'arrêter là. Sauf que mon histoire, c'est aussi l'histoire du grand corbeau noir. Et le grand corbeau noir, il est là, il marche dans la forêt comme ça, et il se cogne dans les troncs d'arbres, il se cogne dans les rochers, il marche dans le noir comme ça, il dit « Ouah, 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 j'en ai marre de tout ce noir, j'en ai marre de tout ce noir ». On dit que c'est depuis ce jour-là que les corbeaux ils font « Ouah, ouah, ouah ». Et là, dans le noir, il se cogne la tête contre la porte en bois de la maison du petit bonhomme tout gris, tout rabougri. Et là, il colle son oreille contre la porte en bois, il entend dans la maison, il entend « Elle est à moi, toute la lumière du monde. Elle est à moi et à personne d'autre. » Le corbeau, il se dit « Mais pourquoi elle ne serait pas à moi, toute la lumière du monde ?» Alors le corbeau, il essaie d'ouvrir la porte et la porte, elle est fermée. Alors le corbeau, il s'appuie contre un tronc d'arbre, comme ça, dans le noir, et il attend. Et il attend. Et il attend tellement qu'il s'endort. Et il est réveillé par le bruit de la porte qui s'ouvre. C'est la jeune fille, la fille du petit bonhomme tout gris, tout rabougri, qui descend à la rivière avec sa cruche pour aller chercher de l'eau. Alors le corbeau la suit dans le noir comme ça. Et ce que je ne vous ai pas dit,
c'est que le corbeau, il est un peu magicien. Et au moment où la jeune fille, elle a plongé sa cruche dans l'eau comme ça, la magie du corbeau a fait en sorte qu'il se transforme en un tout petit grain de sable. Et le tout petit grain de sable est tombé dans l'eau au moment où la cruche, elle est passée comme ça. Et le petit grain de sable, il est rentré dans la cruche. Et la jeune fille, elle est remontée à la maison du petit bonhomme tout gris, tout rabougri, avec sa cruche pleine d'eau. Et la magie du corbeau, même transformée en grain de sable, elle marche quand même. Et la magie du corbeau, elle a fait en sorte que la jeune fille, elle est très soif. Alors elle a pris la cruche comme ça, et elle a bu toute l'eau, et le petit grain de sable, il est descendu comme ça, dans sa gorge, il est descendu jusqu'au fond de son ventre, et là, le petit grain de sable, il s'est transformé en un tout petit gars. Et le tout petit gars, il s'est assis dans le ventre de la jeune fille. Et le temps est passé. Et le ventre de la jeune fille, il a grandi parce qu'il a grossi, parce que le petit gars, il a grandi. Mais personne ne le voyait parce qu'il faisait tout noir dans le monde. Et le temps a encore passé, le petit gars, il a encore grandi, le ventre de la jeune fille a encore grossi, le temps a encore passé, et un jour, le petit gars, il a grandi et il est sorti. Et bien, le petit bonhomme tout gris, tout rabougri, il était content parce que ça lui faisait de la compagnie. Et ouais, il jouait avec le petit gars. Il jouait comme ça. Il jouait dans le noir, il jouait à trappe-trappe autour de la table comme ça. Alors il courait, il jouait à trappe-trappe comme ça, c'était chouette. Et puis le petit gars, il a encore grandi. Et puis un jour, il a été assez grand pour rester tout seul à la maison. Alors le petit bonhomme tout gris, tout rabougri et sa fille, ils ont dit, on va aller au marché, on va le laisser là. Ils sont partis au marché, dans le noir. Et le petit gars, il était là dans la maison. C'était la première fois qu'il était tout seul dans le noir. Il s'ennuyait tout seul. Je sais ce que je sais faire, moi je sais courir autour de la table. Alors le petit gars, il a couru comme ça, il a couru autour de la table, il a couru si vite qu'il a glissé, et il a dérapé, et il a tapé dans le grand coffre en bois. Et le grand coffre en bois s'est renversé, il s'est ouvert, et la grande boîte s'est renversée, s'est ouverte, et toutes les boîtes se sont renversées, se sont ouvertes jusqu'à la toute petite boîte, celle dans laquelle il y avait toute la lumière du monde. Et au moment où le petit gars, il allait ouvrir la petite boîte, le petit bonhomme tout gris, tout rabougri est arrivé, il a fait « Non !» Trop tard. Toute la lumière du monde est sortie de la petite boîte, et elle est sortie par la cheminée de la maison du petit bonhomme tout gris, tout rabougri. Et là, le corbeau, parce que le petit gars s'est transformé en corbeau, il avait pris toute la lumière du monde dans son bec et il a volé. Il a volé dans le ciel. Et il a vu les forêts, il a vu les vallées, il a vu les montagnes, il a vu les rivières, il a vu le ciel. Et là, le corbeau avec toute la lumière du monde dans son bec, il a dit, ah, elle est à moi, toute la lumière du monde. Elle est à moi et à personne d'autre. Mon histoire pourrait s'arrêter là. Sauf que mon histoire, c'est aussi l'histoire du grand aigle royal. Et le grand aigle royal, il est là dans sa caverne et il voit passer le corbeau avec toute la lumière du monde dans son bec. Et l'aigle royal, il dit, mais oh, pourquoi elle ne serait pas à moi toute la lumière du monde? Alors l'aigle royal prend son envol et il part à la poursuite du corbeau. Et un aigle royal, ça vole beaucoup plus vite qu'un corbeau. Et l'aigle royal attrape le corbeau dans ses serres et il l'entraîne vers le sol comme ça. Et le corbeau tient toute la lumière du monde dans son bec, mais il y a des petits morceaux de lumière qui partent comme ça, qui partent en l'air. Et le corbeau arrive à se défaire des serres de l'aigle royal et il prend son envol comme ça. On dit que les petits bouts de lumière, ce sont la lune et les étoiles. Et là, le corbeau vole comme ça, l'aigle royal le poursuit, il le rattrape dans ses serres, il l'entraîne si fort vers le sol que le corbeau n'a de cesse que d'ouvrir son bec et toute la lumière du monde est montée dans le ciel et elle a pris la place qu'elle a aujourd'hui. Et un petit rayon de toute la lumière du monde est rentré dans la cheminée de la maison du petit bonhomme tout gris, tout rabougri. Et le petit bonhomme tout gris, tout rabougri, il a vu pour la première fois combien sa fille, elle était jolie. Elle était jolie comme le premier jour de la vie. La lumière nous éclaire. La lumière nous donne l'espoir. La lumière nous réchauffe. Moi, j'aime quand à la sortie de l'hiver, les jours rallongent et qu'il y a de la lumière. Moi, l'hiver, j'enferme mon corps dans des bouts de laine. Moi, l'hiver, j'ai les idées qui peuvent devenir noires comme un horizon de pluie. Et pourtant, ce dimanche après-midi d'hiver, quand je suis allé me promener dans le petit village des Sijac et que j'ai rencontré l'histoire de Suzanne, il faisait soleil. Vous vous souvenez, Suzanne, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est temps que je vous la raconte maintenant, l'histoire de Suzanne. Comme une volée de moineaux, ils ont déboulé du Carré-Roux et se sont agglutinés autour de Suzanne comme la manne autour d'une lampe. Ils ont chanté et dansé autour d'elle, fille comme garçon. Ils lui ont chanté sa chanson. La Suzanne, là au milieu, elle se sentait toute tourneboulée par tout ce bruit, tout ce charivari. Elle n'a pas l'habitude, elle est bien trop vieille pour ça. Elle n'a pas l'habitude, elle qui vit toute seule dans sa petite maison.
toute seule dans la cuisine de sa petite maison, sur la petite place de ce tout petit village, toute seule dans son petit fauteuil. Donc ce qui lui paraît grand à Suzanne, c'est sa solitude. Oui, depuis que ses parents sont morts, elle se sent seule. Il y a bien quelques voisins qui lui portent un bout de pain, une poignée de noix, un peu de bois l'hiver, mais c'est pas vraiment seule qu'elle se sent, non, c'est perdu. Oui, c'est ça, depuis que les vieux sont morts, elle se sent perdue. Comme si elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Elle fait les choses de façon mécanique. Le matin, se réveiller, sortir de son vieux fauteuil de paille crevé, allumer le feu pour réchauffer l'air, réchauffer l'eau, tremper son quignon dans le bol de chicorée, passer un fichu sur la tête et aller gratter la terre du jardin. L'hiver, chercher un rayon de soleil pour se réchauffer les os, l'été, un coin d'ombre pour se rafraîchir la tête. De la maison au jardin, du jardin à la maison, c'est sa seule déambulation à Suzanne. Avant, quand il y avait ses parents, elle allait bien plus loin, mais ça, c'était avant. Avant, quand il y avait ses parents, elle allait jusqu'à l'autre bout de la commune pour cultiver les champs. Et puis, ses parents sont morts et sa déambulation s'est ratatinée entre la maison et le jardinier depuis maintenant tant et tant et tant d'années. Avant, quand il y avait ses parents, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle n'était pas perdue devant tant de décisions à prendre. Elle n'avait pas besoin de réfléchir. On décidait pour elle. C'était le vieux qui décidait pour elle. Et puis, réfléchir, elle n'avait pas appris. Elle. Réfléchir, c'est pour ceux qui sont allés à l'école, et elle n'est jamais allée à l'école. Donc elle n'a fait que passer devant tous les jours en allant au champ avec ses parents. Son père lui a toujours dit que pour cultiver les champs, elle n'avait pas besoin d'aller à l'école, que tout ce qu'elle avait besoin de savoir, il le lui apprendrait, lui. Et il rigolait pas, le vieux. Personne ne rigolait chez elle d'ailleurs, ni le vieux, ni la vieille, ni elle. Personne lui avait appris à rire, à lire, à écrire, à réfléchir. Non, elle ne savait pas faire tout ça, Suzanne. Suzanne, elle savait bêcher, elle savait tailler, elle savait faucher, elle savait atteler les bœufs à la charrue. Et justement, la paire de bœufs, parlons-en, le bien le plus précieux du vieux. Autant il pouvait battre sa femme, il pouvait battre sa fille, jamais il ne levait la main sur ses bœufs. Non, toujours bien choyé, toujours bien bouchonné à la paille, toujours le soir couché dans l'étable là sur un bon tapis de paille fraîche. Ah, Suzanne ne pouvait pas en dire autant. Quoique elle aussi dormait sur la paille. Et oui, sur la paille de son vieux fauteuil crevé là. Depuis toute petite, elle dormait là. Pas de lit, pas de chambre, non, jamais. Depuis toute petite, elle dormait là, assise sur son vieux fauteuil de paille. L'année de ses 12 ans, on ne sait pas pourquoi un des bœufs est mort. Eh bien, c'est la seule fois qu'elle a vu pleurer son père. Oh, pas grand-chose, juste une larme. Eh bien, le lendemain, en allant au champ, le vieux a décidé d'atteler Suzanne à la charrue à côté de l'autre bœuf. Et pendant des années, Suzanne, elle a tiré la charrue à côté de l'autre bœuf. C'est cette année-là aussi, l'année de ses 12 ans, que le vieux, une nuit, lui est monté dessus. Elle n'a pas compris ce qui lui arrivait, la Suzanne, non. Elle a eu mal, elle a saigné, elle a pleuré un peu. La première fois, elle a pleuré un peu. Les autres fois, quand il est revenu, elle ne pleura plus. Et puis, le temps a passé, elle a arrêté de saigner et son ventre s'est arrondi. Mais elle ne savait pas ce qui lui arrivait, personne ne lui expliquait rien, personne ne lui disait pourquoi elle avait envie de vomir au début et pourquoi elle aurait dévoré toute une miche de pain bien plus tard. Mais ça n'empêchait pas de tirer la charrue, non. Son gros ventre, il s'est vidé un matin là, dans le labour. Comme tous les matins, elle s'était harnachée à côté de l'autre bœuf. Le vieux avait gueulé un ordre entre ses dents pourries. « Tiens la carne !» Elle avait tiré de toutes ses forces sur les brides de cuir. Ça lui a fait un mal terrible. Ça lui a coulé entre les jambes, ça lui a emporté la culotte et s'est tombé là, sur la terre mouillée, tout petit, tout bleu, tout mort. La vieille l'a ramassé, l'a emporté, l'a enterré, et Suzanne, elle n'a jamais vraiment su ce que c'était. Le vieux a gueulé un ordre entre ses dents pourries. « Tiens la carne !» Et Suzanne, elle a continué de tirer la charrue.
Comme une volée de moineaux piaillants, ils ont déboulé du carré roux et se sont agglutinés autour de Suzanne comme la manne autour d'une lampe. Ils ont chanté, dansé autour d'elle, fille comme garçon, ils lui ont chanté sa chanson. Suzanne la saucisse, toute ridée, toute fripée. Suzanne la saucisse, toute tordue comme une saucisse. Suzanne la saucisse, toute ridée, toute fripée. Suzanne la saucisse, toute tordue comme une saucisse. Suzanne vieille sorcière, Suzanne vieille sorcière. Ah, 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 ah. Elle leur en veut pas. C'est que des gosses. Alors, ce matin-là, Suzanne, elle a déambulé jusqu'à son jardinet. Et comme tous les matins, elle a gratté la terre du jardin. Et puis elle s'est avachie là, le nez dans le labour. Et enfin, ça s'est arrêté. Suzanne, elle a trouvé la paix. Alors j'en sais rien, moi, si Dieu existe. J'en sais rien, moi, si après la mort, il y a quelque chose, un endroit, un Éden, un paradis, je ne sais pas, un endroit où l'amour, le respect, le repos serait de rigueur, serait le maître mot. J'en sais rien. Mais au milieu de toutes mes interrogations, ce que je souhaite, c'est que si un tel endroit existe, Suzanne, elle y soit. Et qu'il y ait une place de choix. On en parle, nous, les conteurs, des créateurs de monde, des créateurs de l'univers. C'est vrai, on en parle. Qui de l'homme ou de la femme a été inventé le premier? Qui de l'homme ou de la femme est le plus intelligent, le mieux fini, le plus abouti? Voilà, donc chacun a son idée là-dessus, et pourtant, des contes facétieux, des contes d'origine aux contes facétieux, il y a de la place dans le répertoire pour trouver la réponse. Mais chaque conteur a son histoire qui raconte comment Dieu, l'homme, la femme, les créateurs. Et moi-même, j'ai ma version des choses. Version que je vais m'empresser de vous raconter maintenant, monsieur. Et oui, il faut avancer. On ne va pas rester sur Suzanne tout le temps. Au tout début, quand le monde était tout neuf, à peine sorti de l'œuf, l'homme était seul sur la terre. Je suis désolé, mesdames, à ma version, c'est l'homme qui arrive en premier. Alors, ces créateurs lui avaient fourni une faune exceptionnelle. Il y avait des animaux de partout. Une fois, j'ai dit une faune et j'ai dit qu'il y avait des plantes, des trucs. Il y avait une faune des animaux sauvages, des oiseaux, des poissons, des animaux domestiques, des chèvres, des moutons, des vaches. Le flore, wow, des arbres, de l'herbe, des rivières, des vallées, des montagnes. Je vois que le petit. Il était tout seul là, l'homme, il était même au bord, il était sur une plage au bord de la mer, et alors il était tellement seul, l'homme là, dans ce monde tout neuf, il s'ennuyait. Mais il s'ennuyait, mon pauvre, il s'ennuyait, pourtant c'était beau autour de lui, mort lui. Alors ces créateurs, quand ils ont vu ça, ils ont décidé d'inventer la femme. Enfin. Alors comment ils s'y sont pris, je vais vous le raconter, et comment l'homme et la femme se sont rencontrés, je vais aussi vous le raconter. C'était un matin, au printemps, l'homme était assis sur une souche d'arbre, il était là, comme ça, il y avait la mer, les animaux, les machins, il était bien, il faisait du soleil, c'était beau et tout, il était en train de prendre son petit déjeuner. Il avait sur la main une tartine de pain qu'il avait fait avec la farine de son blé, dessus il avait mis une tranche de fromage qu'il avait fait avec le lait de ses brebis, et il avait mis un filet d'huile d'olive qu'il avait fait avec ses olives. Il était là, et puis il s'ennuyait. Il s'ennuyait, comme d'habitude, il s'ennuyait. Et tout d'un coup, son attention a été attirée par un chant. Un chant, mais un chant d'une beauté, un chant encore plus beau que le chant des oiseaux le matin, un chant encore plus beau que le vent sur la cime du blé. Le chant venait d'une petite source là derrière lui. Alors l'homme s'est levé, il s'est approché de la source, il a collé son oreille contre le chant de la source, et le chant de la source est rentré dans l'oreille de l'homme, il est descendu comme ça dans le fond de son ventre, et là ça lui a fait bon, ça lui a fait chaud, ça lui a fait si bon, ça lui a fait si chaud, que l'homme s'est allongé dans l'herbe et il s'est endormi. Le lendemain matin, l'homme se réveille, il n'a qu'une seule idée, c'est d'entendre le chant de la source. Ça lui a fait tellement chaud, tellement bon le soir d'avant que l'homme il veut entendre le chant de la source. Il est omnubilé par ça, il dit je ne peux pas vivre si je n'entends pas le chant de la source. Mais le problème c'est que la source, elle chante plus. Et comment faire? Il est là et pour la première fois il est obligé de réfléchir pour un truc qui le concerne. Mais alors bon, la réflexion de l'homme au début, c'était un peu...
Ça l'a pas mené bien loin, sa réflexion. Alors, il était tellement embêté, il se sentait tellement frustré, il était tellement mal comme ça que de ne pas entendre le chant de la source, qu'il s'est mis à pleurer. De désespoir, comme ça. Et à peine les 2 premières larmes ont coulé sur ses joues, que le chant de la source a recommencé. Le chant de la source est rentré dans l'oreille de l'homme. Et là, c'est descendu au fond de son ventre, de son corps. Et là, ça lui a fait chaud, ça lui a fait bon, ça lui a fait si chaud, ça lui a fait si bon que l'homme s'est allongé dans l'herbe. Et s'est endormi. Le lendemain matin, l'homme se réveille allongé sur l'herbe humide. Et là, il n'a toujours qu'une seule idée, qu'une seule envie, qu'un seul désir, qu'un seul souhait, c'est d'entendre le chant de la source. Mais la source, elle est encore muette, comme le jour d'avant. Mais l'homme, lui, il dit, moi, je sais maintenant. Je sais. Et alors, il se met à pleurer. Mais la source, elle ne se met pas à chanter. Et alors, l'homme, là, il a vraiment, vraiment été obligé de réfléchir pour ce qui allait lui convenir à lui. Et il s'est dit, si j'implorais la source de chanter, alors l'homme, il s'est mis à genoux comme ça, il a imploré la source de chanter. La source ne s'est pas mise à chanter. Mais le fait de se mettre à genoux comme ça et d'implorer, ça lui a fait du bien. Si j'implorais la source de chanter en employant les plus jolis mots que je connais. Alors l'homme, il a imploré la source de chanter en employant les plus jolis mots qu'il connaissait. La source ne s'est pas mise à chanter, mais ça lui a fait du bien. Si j'implorais la source de chanter en employant les plus jolis mots que je connais, si ces mots, je les faisais rimer. Il a imploré la source de chanter en employant les plus jolis mots qu'il connaissait, ces mots, il les a fait rimer. La source n'a pas chanté, mais ça l'a nourri, ça l'a rempli, ça lui a fait du bien. Si j'implorais la source de chanter en employant les plus jolis mots que je connais, si ces mots, je les faisais rimer et je les mettais en musique. Alors l'homme a imploré la source de chanter en employant les plus jolis mots qu'il connaît, ces mots, il les a fait rimer, il les a mis en musique, et c'était bon, c'était bien pour lui. Et la source s'est mise à chanter. Et l'homme a tendu son oreille vers le chant de la source est rentré dans l'oreille de l'homme, et là, l'eau de la source est devenue rouge comme le sang. Et le ruisseau qui coulait de cette source est devenu rouge comme le sang. Et là, dans le sable, au fond du ruisseau, rouge comme le sang, est apparue une forme. Une forme qui ressemblait à l'homme, mais qui était tout à fait différente. Et la forme est sortie de l'eau. La femme, oui, parce qu'il s'agit de la femme, est venue sur la berge. Et la femme a regardé l'homme dans les yeux. Et la femme s'est mise à chanter. Et l'homme s'est mis à pleurer. Et pour la toute première fois, mesdames et messieurs, pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme et la femme se sont aimés. Et de cet amour, nous sommes tous nés. Nous sommes tous nés pour écouter les histoires que je vous raconte ce soir. Et oui, pour moi, la première fois. Vous savez qu'il y a des histoires, je vous raconte, il y en a qui sentent pas bon. J'en ai une autre qui sent pas bon. Je peux vous la raconter? C'est l'histoire d'un carton. Un carton, tout ce qu'il y a de plus carton. Marron carton, double face alvéolée, 65 cm de long, 40 de large, 35 de haut, 2 trous pour les poignets, un carton. Ce qu'il y a de particulier, peut-être notre carton, c'est qu'il a fait un très long voyage pour venir jusque dans notre histoire. Il est parti de la Martinique avec à l'intérieur un régime de bananes. Et il a pris le bateau dans un conteneur avec une multitude de cartons à bananes, tous semblables les uns aux autres. Le bateau a traversé la mer et il est arrivé au port du Havre. Là, le conteneur a été chargé sur un camion, direction le marché de Rungis. Là, il a été dispatché sur une plateforme de distribution où on lui a attribué comme destination l'épicerie Seldis qui se trouve sur la place du petit village de Montclar d'Agenais dans le Lot-et-Garonne, centre du monde. Là, l'épicerie Seldis qui est tenue par monsieur et madame Martin, réfugiés espagnols, épiciers de métier. Monsieur Martin, après avoir vidé le carton de son contenu à banane, dépose le carton sur le trottoir pour que celui-ci parte au rebut. Au même instant, arrive sur la place du village de Montclar d'Agenais, Pistole. Pistole, employé municipal. Pistole, employé municipal, 40 ans de métier, les 2 pieds au bord de la retraite. Pistole. Pistole, drôle de nom, me direz-vous. Pourquoi Pistole s'appelle-t-il Pistole? Alors, c'est très simple, ça se raconte en 2 mots. Quand il était petit, lors d'une interrogation orale à l'école, la maîtresse a demandé à toute la classe quel était le nom de cette monnaie d'or espagnole du XVIe siècle. Et bien, il fut le seul à répondre le Pistole.
Il fut le seul à avoir cette fulgurance, il fut le seul à avoir 10 sur 10, et ce fut d'ailleurs le seul 10 sur 10 de toute sa scolarité. Et bien, en souvenir de ce 10 sur 10, ses camarades de classe l'ont surnommé Pistole. Et alors, ce surnom l'accompagne depuis son enfance, tant et si bien qu'on ne sait même plus comment il s'appelle. Comme quoi, vous voyez, les surnoms, Pampille, Pistole. Pistole est accompagné, un peu en retrait eu égard à la hiérarchie naturelle, par Jaco, le jeune Jaco. Jaco est TUC. Alors TUC est un contrat, pour ceux qui ne savent pas, que dans les milieux des années 80, c'est un contrat à durée indéterminée qu'on attribue aux jeunes entre 16 et 25 ans. Voilà, c'était 20 heures par semaine, c'était payé 1300 francs par mois, je crois. Enfin, voilà, donc les TUC, les CVP, les CES, les CEP, tout un tas de contrats qu'on nous enlève à tour de bras maintenant. Voilà. Donc, Jaco, le TUC et Pistole, l'employé municipal, arrivent sur la place du village de Montclar-d'Agenais au moment où M. Martin pose le carton sur le trottoir. Pistole, d'un hochement de tête qui accompagne une pluie de cendres de gitane maïs, ordonne à Jaco de ramasser le carton. Et il faut que je vous dise, Pistole fait office dans le village de garde champêtre, d'employé municipal, c'est-à-dire de cantonnier, il fauche un peu les trucs, et aussi de fossoyeur municipal, ce qui est très important pour la suite de notre histoire. Donc Pistole et Jaco, accompagnés de notre carton, descendent de la rue du Sens Interdit en direction de la scierie de M. Cagnati. M. Cagnati, immigré italien, scieur de planches et fabricant de parpaings. Là, Pistole et Jaco mettent de la sciure de bois dans le carton. Et tous les deux, avec le carton rempli de sciure de bois, ils prennent la direction du petit cimetière de Montclar-d'Agenais. Alors il faut que je fasse une parenthèse. Montclar-d'Agenais, comme son nom l'indique, c'est sur une colline. Le petit cimetière de Montclar-d'Agenais est accroché au flanc de la colline. Et il est tellement accroché au flanc de la colline que je me demande comment, par les jours de grande pluie, les tombes ne dévalent pas la pente pour aller se casser la gueule contre le mur d'enceinte du bas. Tant et si bien que les personnes d'un certain âge, voire d'un âge certain, n'arrivent plus à descendre le chemin du cimetière pour aller visiter une tombe d'un être cher. La mairie de Montclar a mis en place un stratagème. Ils offrent à toutes les personnes empêchées une photo couleur agrandie, encadrée de la tombe en question, que la personne empêchée pourra poser sur le buffet de la cuisine, ou sur le frigo, ou sur la table de nuit, et devant laquelle elle pourra se recueillir à loisir sans prendre le risque de dévaler le chemin caillouteux et sinueux et en pente du petit cimetière de Montclar. Comme quoi, vous voyez, à Montclar-d'Agenais, dans les années 80, on n'avait pas de cimetière à plat, mais on avait des idées. Donc, Pistole, Jaco et notre carton, rempli de sciure, arrivent au cimetière de Montclar-d'Agenais. Alors, pourquoi la sciure? Alors, c'est l'expérience de Pistole qui va parler. Figurez-vous que Augustine Carrérou est morte il y a 2 jours, que l'enterrement est prévu pour le lendemain et qu'il faut, bien sûr, comme il est fossoyeur municipal, Pistole, il faut qu'ils ouvrent le caveau. Seulement, Auguste Carrérou a été enterré il y a 3 semaines. On est en plein mois de juillet et Pistole sait très bien ce qu'ils vont découvrir en ouvrant le caveau. Une odeur, mon pauvre, mais une odeur. Alors, il est hors de question que la famille Carrérou sente et voit ça. Donc, il ordonne à Jaco, parce que c'est lui le jeune, il ordonne à Jaco de descendre dans le caveau pour nettoyer, parce qu'il faut que je vous dise, il y avait les ridelles de soutien dans le caveau, il y avait le cercueil d'Auguste Carrérou qui était posé sur les ridelles, et sous le cercueil, du jus. Ah, comment est-ce que je l'appelle? Vous voulez que je vous dise du jus d'Auguste Carrérou qui avait coulé. Et Auguste, il avait coulé. Et bien coulé. Alors bon, Pistole ordonne à Jaco de descendre dans le caveau. Alors Jaco, il dénoue son bandana, il se le met autour du nez pour les odeurs. Enfin bon, et puis il se laisse glisser dans le caveau. Et là, Pistole lui passe le carton rempli de sciure. Voilà pourquoi la sciure. Et il explique à Jaco de saupoudrer le fond du caveau avec la sciure de bois. Et pour nettoyer le jus du père Carrérou. Et donc, pendant ce temps, pendant Pistole, Jaco s'exécute, il met de la sciure partout. Pendant ce temps, pendant que la sciure s'imbibe
il monte à la petite remise du cimetière chercher une balayette et une pelle en fer. Il descend, il passe la balayette et la pelle en fer à Jaco qui est dans le truc. Jaco, la sciure s'est bien imbibée. Jaco ramasse toute la sciure imbibée, bien proprement. Il la met dans le carton, il nettoie bien le fond du caveau. C'était bien propre, hein, c'était bien. Jaco a chaud. Alors il défait son bandana, il s'essuie la figure comme ça, il met son bandana dans la poche arrière de son pantalon, il ramasse le carton pour le passer à pistolet qui est resté à l'extérieur, il soulève le carton et c'est là qu'il voit le cul du carton imbibé prêt à craquer. La suite de cette histoire, je ne vais pas vous la raconter. La seule chose que je vous dirai, c'est que Jaco, il avait la bouche ouverte. Montclar d'Agenais, centre du monde. À Montclar étaient disposées toutes les briques qui m'ont construit. Les friables comme les solides, tout était là, à portée de main. Tout le monde vivait ensemble tant bien que mal. Bon, ça se frottait parfois, mais enfin, non, c'était là, c'était bien. Oui, il y avait tout le monde, il y avait tout ce que la vie pouvait nous apporter, c'était là, dans mon petit village. Et il y avait aussi la vie de lune. Je ne peux pas vous parler du tour de mon nombril sans vous parler de lune. Il s'appelle Pierre, mais tout le monde l'appelle Lune. Même qu'un jour, il y a un type qui lui a dit « Lune comme un couillon de la lune. » Il a dit non, lune parce que j'ai une tête toute ronde et que quand je souris, eh bien, ça me fait toute ronde la tête comme une lune. Il s'appelle Pierre, mais tout le monde l'appelle Lune, même les cons. Au foyer, Montclar, il est amoureux de Marie-Odile. Marie-Odile, elle aime faire des câlins à tout le monde et lui aussi, il aime qu'on lui fasse des câlins. Donc, alors le mois dernier, il était amoureux de Nadège. Mais comme Nadège, elle ne voulait plus dormir avec lui, et bien, depuis qu'il a rencontré Marie-Odile, maintenant c'est Marie-Odile qui dort avec lui. Voilà. Au foyer Montclar, ils ont 4 pavillons, avec 5 chambres par pavillon, une cuisine par pavillon et le chien Bouboule, qu'il faut promener tous les soirs. Le plus embêtant quand il change d'amoureuse, c'est pour la photo dans le cadre. Alors là, il demande de l'aide à sa maman. Alors sa maman, elle le prend en photo avec sa nouvelle amoureuse, elle fait faire un tirage, elle remplace la photo dans le cadre et lui, il donne l'ancienne photo à l'ancienne amoureuse en souvenir. C'est vrai, oui. Quand il rentre du travail, il aime faire la cuisine. Sauf les soirs où il faut qu'il promène le chien Bouboule. Il aime faire la cuisine comme au travail, parce qu'il travaille dans un restaurant avec 6 autres comme lui. Ouais. Et il y a du monde au restaurant, il y a des clients à midi. Ouais. Il y a des clients qui viennent manger, ils gagnent de l'argent au restaurant. Et Michel, l'éducateur, eh bien, toutes les semaines, il lui donne son argent de poche. Et avec ça, il va s'acheter ses magazines. Donc il s'achète un magazine sur les chanteurs, il s'achète un magazine avec le programme de la télé et le magazine de 30 millions d'amis. Et le reste de l'argent, c'est sa mère qui le récupère et elle le met sur un compte en banque, rien que pour lui. Au début, au restaurant, quand il a commencé, il était aux légumes. Le matin, il arrivait, il nettoyait les légumes et il les pelait pour le service de midi. Et puis 3 mois après, Sylvie, la chef cuisinière, elle l'a passé au dressage des entrées. Et 2 mois après, il est passé au dressage du chaud. Et Sylvie, elle dit que il est presque cuisinier maintenant. Sa mère, elle est fière de lui. Elle dit qu'il est l'amour de sa vie. Lui qui l'aime tellement, sa vie, qu'il est son soleil. Sa vie. Bouboule le chien, les magazines, la cuisine, Nadège l'ancienne, Marie-Odile la nouvelle, sa vie quoi. Ce soleil qui a failli ne jamais briller. 1972. Elle est ronde, belle, épanouie comme une lune. Elle ne l'a pas senti venir. Il est venu en catimini, comme ça, d'un seul coup, comme pour pas déranger, comme s'il savait déjà qu'il allait bouleverser sa vie. Elle l'a à peine vu. Oui, à peine vu sa tête de lune. Une femme est rentrée, l'a emportée. Et là, ça lui a fait comme un grand vide. Comme s'il lui manquait quelque chose, mais qui était teinté d'un sentiment voilé de noir. Le docteur est rentré dans la chambre, il s'est assis sur le rebord du lit, et il lui a dit « Madame,
Madame, votre enfant a tous les signes d'une trisomie 21. Elle est restée là, immobile, le regard vide, les traits tirés, un sourire de façade sur le visage. Madame, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Madame, vous comprenez ce que je vous dis? Madame, votre enfant est mongolien. Le docteur est sorti, il a croisé la femme en blanc qui lui ramenait son petit. Elle l'a déposé dans le petit lit de plexiglas, emmailloté serré, juste sa tête de lune qui dépassait. Il est resté là, longtemps à la regarder, curieusement. Elle est restée là, longtemps à le regarder, bizarrement. Et puis elle a pris l'oreiller, elle s'est levée. Elle est allée vers le berceau, l'oreiller dans les mains. Elle s'est penchée au-dessus du berceau, la mâchoire crispée, le regard noir, l'oreiller dans les mains. Et elle a vu une larme tomber, l'oreiller dans les mains. Elle a vu le petit Lune. Le petit Lune lui a souri. Maman, je t'aime. Moi aussi je t'aime, soleil de ma vie. Un vrai paradis, je vous dis mon cœur, tout était là. Pour un petit gars de la campagne comme moi qui voulait s'ouvrir au monde, il suffisait juste. Et en parlant de paradis, et pour terminer ce tour de mon nombril, je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui vivait il y a très longtemps dans cet endroit où le ciel était si bas que les arbres ne pouvaient pas pousser. Le ciel était si bas que les oiseaux ne pouvaient pas voler. Le ciel était si bas, si gris comme ça que les gens ne pouvaient pas marcher la tête levée. Et dans ce monde gris où le ciel était bas, il y avait cette petite maison tout de guingois avec 2 oliviers devant tout rabougris, un petit puits tout déglingué et sur les marches de la maison assis cet homme. Et cet homme il s'est dit, j'en ai marre de cette vie grise, j'en ai marre de ce ciel bas et gris, j'en ai marre de ces gens, de ces femmes assises là autour de moi, grises. Alors il a dit, je vais chercher, je vais trouver mon paradis. Alors l'homme a mis la poussière grise sous ses pieds et il a marché droit devant. Il a marché droit devant, jour après jour, droit devant à la recherche de son paradis. Il a marché la tête baissée sous ce ciel bas et gris. Il a marché droit devant sans se retourner. Il ne voulait pas revenir en arrière. Et le soir, quand il s'arrêtait pour se reposer, pour être sûr de partir droit devant le lendemain, il enlevait ses chaussures, il les posait par terre dans le sens de la route pour le lendemain, et là, il dormait à côté de ses chaussures. Le lendemain, il mettait ses chaussures, il regardait la direction qu'elle lui indiquait, et il marchait droit devant, jour après jour, et il cherchait son paradis. Un soir, il s'arrête, il défait ses chaussures, il les pose sur le bord du chemin, dans la direction qu'elle doit lui indiquer le lendemain. Il s'endort à côté de ses chaussures, sur le bord du chemin, et là, pendant qu'il dormait, le ciel bas et gris s'est ouvert. Il s'est ouvert sur une nuit noire et étoilée. Et de cette nuit noire et étoilée sont descendus des milliers de lucioles qui se sont posées sur ces chaussures, sur les chaussures de notre chercheur de paradis. Elles ont soulevé les chaussures, elles les ont retournées. Et les lucioles sont remontées dans la trouée de ciel gris. La trouée de ciel gris s'est refermée et l'homme s'est réveillé. Il a regardé ses chaussures, il les a enfilées dans la direction qu'elle lui indiquait et il a marché droit devant lui. Il a marché à la recherche de son paradis, il a marché pendant des jours, le soir, il a enlevé ses chaussures et il marchait le lendemain. Et un matin, il est arrivé, il a vu au fond, il a vu au loin du ciel bleu. Il a vu des maisons belles, il a vu des femmes assises sur le perron, des maisons qui étaient avec des robes toutes en couleur. Il a vu une petite maison de guingois, toute pimpante. 2 jolis oliviers devant un petit puits. Ah, joli. Il a reconnu sa maison. Et ce matin-là, le chercheur de paradis, il s'est dit que pour trouver son paradis, il n'y avait pas besoin d'aller chercher bien loin. Il suffisait juste
parfois de regarder autour de soi.